J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Pour ce nouvel épisode, je n'ai pas invité un freediver débutant ou un champion. Je n'ai pas non plus invité un photographe aquatique, mais tout simplement la personne sans qui il n'y a pas de top officiel possible. Je parle de la personne qui peut nous sauver la vie. Je parle du médecin. Un rôle sacré, un rôle essentiel pour que les athlètes puissent plonger en toute sécurité. Notre invité est Romain Guénéguez, le médecin urgentiste et hyperbariste d'Ajaccio. Il a assuré la lourde responsabilité d'être le doc lors des championnats du monde AIDA 2024. Cet épisode a vraiment pour but d'éduquer. C'est un peu comme une masterclass, une pépite d'informations physiologiques pour les passionnés d'apnée. Alors, j'ai bombardé Romain de questions. Nous allons parler de la différence entre un œdème pulmonaire d'immersion, l'OPI, et le squeeze pulmonaire, qui peut être traduit en français comme un suçon des muqueuses bronchiques. Vous allez découvrir les différents types de barotraumatisme de l'oreille et des sinus, le blast, le vertige alternobarique ou encore les tympans percés. Nous parlerons aussi du système nerveux, du nerf vague et des différences entre le système sympathique et parasympathique. Le docteur Guénéguez va aussi nous expliquer son enquête médicale à base d'échographie cardiaque et pulmonaire réalisée juste avant le début des mondiaux AIDA. Nous parlerons aussi de l'hyperventilation, du CO2, des chémorécepteurs et de l'acidité du sang. Sans oublier les réflexes d'immersion et ses effets magiques dans le corps. Nous aborderons aussi la question des Dharavana, des accidents de décompression chez les apnéistes. De plus, le médecin nous expliquera un problème de cœur bien connu chez les plongeurs bouteilles, le FOP, le foramen ovale perméable. Romain Guénéguez, le médecin des championnats du monde d'apnée profondeur, ou l'homme en rouge, c'est une rencontre sonore sur la Freediving Family, et ça commence maintenant. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles et de partager l'épisode. Let's go. Okay. Bonjour à toi Romain. Salut Julien. Bienvenue sur la Freediving Family. On s'est rencontrés cet été pendant les championnats du monde d'apnée. Exactement. Et tu étais le médecin référent de la compétition et on a eu des conversations passionnantes. Est-ce que pour les auditeurs, tu peux te présenter dans les grandes lignes et surtout nous expliquer ton métier, ta profession de médecin urgentiste et hyperbariste? Ouais. Donc moi je suis Romain Guénéguez, je suis un des médecins hyperbaristes et je suis également médecin urgentiste au centre hospitalier d'Ajaccio depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc j'ai la double casquette, mais médecin urgentiste donc aux urgences et au SAMU, à prendre en charge entre autres les détresses vitales, et puis la casquette de médecin hyperbar et médecin de la plongée, où on assure la permanence sur l'hôpital d'Ajaccio pour l'oxygénothérapie hyperbar, pour les accidents notamment de plongée bouteille, et puis de consultation, tout venant d'aptitude, mais aussi d'accidentologie,
pour tout plongeur, pour, pour les apnéistes et, euh, et les plongeurs bouteilles. Et puis moi, je me suis un petit peu surspécialisé en pathologie de l'apnée au vu de la population qu'on a sur la région ajaxienne. D'ailleurs, ce qu'on le rappelle, il y a quand même des très grands freedivers sur Ajaccio et on espère qu'ils n'auront jamais besoin de toi. Exactement. Tu penses à qui? Ah, ben j'ai Abdelatif Elouache, Chantal Marzin, Nicolas Jaouen, Anne-Sophie Passalboni. Bon, ouais, voilà, il y en a quelques-uns, et puis j'en cite qu'une partie, mais il y en a des très bons, puis il y en a des très bons qui sont déjà très hauts dans leur carrière, puis il y en a qui sont en train de pousser, qui sont en train de, de performer d'année en année. Donc je pense qu'il y a encore une belle génération d'apnéistes ajaxiens qui est en train de naître. Ça, c'est sûr, hein, l'école corps, ça devient de plus en plus forte. Donc, tu étais présent sur le bateau, tu étais le médecin référent. Comment vous étiez organisé avec ton équipe et est-ce que vous collaboriez, enfin, et comment vous collaboriez avec l'équipe de safety? Alors, l'équipe de safety, c'était une équipe du coup internationale. C'est AIDA qui a déterminé l'équipe de safety. Donc, il y avait quelques locaux, puis aussi plein d'internationaux qui avaient été choisis par AIDA International. Pour le coup, l'équipe médicale était uniquement constituée de locaux, vu qu'on avait besoin de la connaissance du plateau technique hospitalier et de la chaîne des secours sur place. Donc, c'est Abdel et Chantal qui m'ont confié cette charge-là. Donc, je me suis entouré de gens avec qui je travaille toute l'année. En réalité, hein, c'était mes infirmiers des urgences et du SAMU qui sont tous experts en gestion de l'urgence, notamment de l'urgence vitale, à qui j'avais fait une formation sur tout ce qui est pathologie de l'apnée et prise en charge des accidents en apnée. Mais bon, voilà, ça ressemblait à ce qu'on fait un peu l'année, mais sur un bateau avec des athlètes du monde entier. Et on s'était un peu coordonné les premiers jours avec l'équipe de safety, mais qui était super rodée. Donc finalement, c'était que du bon sens et faire ce que faisaient d'habitude sur les autres championnats du monde. Et puis ce que nous, on faisait le reste de l'année dans notre hôpital ou en camion en SMUR. Donc rien d'inhabituel, juste l'environnement qui était un petit peu différent. Et donc, il y avait toi, le médecin urgentiste hyperbare, et tu étais avec deux infirmiers? Exactement, deux infirmiers urgentistes chaque jour, un qui était avec moi sur la plateforme de compétition pour surveiller notamment les remontées et pour prodiguer les premiers secours, notamment les gestes de gestion d'urgence vitale qui ont été nécessaires quand même plusieurs fois durant la compétition, directement sur la plateforme quand le transport vers le bateau médical était trop long pour stabiliser du coup nos apnéistes. Et j'avais un infirmier qui était sur le bateau de médicalisation, qui était accolé au bateau de performance, qui assurait la surveillance de ceux qui étaient sur le bateau médical pour s'assurer qu'ils s'amélioraient et qu'on pouvait les libérer euh, une fois, une fois en meilleure forme. Et, euh, et du coup, voilà, avec cette équipe-là, on a pu assurer l'ensemble de la médicalisation sur les championnats. Donc Ok. j'avais une dizaine d'infirmiers qui tournaient tous les jours, parce que eux, du coup, ils faisaient ça sur leur temps libre euh, pour venir nous faire profiter de leur expertise sur ces championnats. J'ai une question un peu hyper pragmatique, mais je me demandais, vous aviez des assurances particulières pour pouvoir encadrer sur d'événements sportifs? Oui, mon assurance personnelle qui m'assure, qui fait que je peux médicaliser n'importe quel événement tout au long de l'année, et les infirmiers travaillaient sous mon autorité, ma préception et ma responsabilité. Ok. Et c'est Abdel et Chantal qui, eux, avaient pris qui avaient une assurance pour l'ensemble de la compétition qui couvrait toute la compétition et notamment les accidents médicaux. Double assurance, si tu veux tout savoir, pour protéger du coup le côté médico-légal de la compétition. Ouais, je me posais des questions parce que quand on a organisé une compétition à Bora Bora et le médecin Frédéric Kelly il se renseignait sur les assurances, ce qu'il avait le droit d'encadrer. Donc c'est vrai que c'est des questions que nous on se pose pas forcément. Alors Je les voulais te médecins qui sont demander. spécialistes d'urgence ont voilà sont reconnus comme compétents et donc couverts pour les activités de médicalisation. Et les médecins d'urgence et les médecins du sport qui ont cette qualification Hmm. d'avoir le droit de médicaliser les événements extra-hospitaliers. Mais un médecin généraliste peut pas encadrer la safety sur un mondial, par exemple. Alors déjà, je pense il y aurait un défaut de compétence. Voilà, au vu de l'accidentologie qui peut survenir, il faut quand même quelqu'un qui soit apte à gérer l'urgence vitale. Donc je pense que rien que ça, déjà, ça empêche cette médicalisation. Et par contre, ouais, sur des compétitions locales, sur le territoire français, les médecins fédéraux qui peuvent ne pas être forcément médecins de soins critiques, donc médecins urgentistes ou réanimateurs, peuvent médicaliser, mais voilà, ça dépend du niveau de la compétition. À partir d'un certain niveau, il y a quand même un taux d'accident qui survient et une gravité des accidents qui n'est pas la même que sur une compétition locale.
dans le titre de ce podcast, je t'appelle l'homme en rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'homme en rouge? Bah, pour nous permettre de bien travailler, de bien se reconnaître pendant le championnat IDA, pour que chacun ait un rôle bien défini, qu'on sache qui a quel rôle, on avait tous du coup des t-shirts de couleur pour bien identifier le rôle de chacun sur le bateau. Des fois, il y avait quand même un peu de monde dessus. Il y avait les juges, les safety, et du coup, la médicale était habillée en rouge pour être reconnue facilement, notamment en cas d'urgence, qui sache à qui taper sur l'épaule pour dire il y en a un qui va pas bien dans l'eau. Bon, on a besoin de toi. C'est vrai que c'était un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Parfois, il y avait les juges euh, en jaune, les juges assistants en vert, les bénévoles en violet. Vous, vous étiez en rouge. Il y avait les techniciens en orange. C'était Exactement. C'est sur l'arc-en-ciel de la. l'arc-en-ciel de l'apnée, effectivement. Quel a été ton moment fort, ton moment préféré pendant cette compétition? Mon moment préféré. Oh, il y en a eu pas mal, hein, de voir des athlètes sortir de l'eau à des profondeurs qui dépassent ma compréhension de la physiologie humaine dans un état parfait, comme quand moi je mets juste la tête sous l'eau. C'est bluffant, c'est impressionnant, autant pour le spectateur de l'apnée que je suis à la base, et aussi pour le physiologiste de l'apnée qui est totalement dépassé, hein, parce que, comme on en avait déjà discuté, par de telles performances, parce que pour l'instant, on n'explique pas ce qui se passe. Donc, ma curiosité médicale est à chaque fois sollicitée quand je vois de telles prouesses. Et puis bon, après, c'est un vrai plaisir, hein, de voir des gens de toutes les nationalités, de toutes les langues qui se retrouvent pour un tel événement avec un état d'esprit qui était quand même extraordinaire. Bah, ça, je pense, c'est propre à l'apnée. Ça, c'était vraiment une expérience de folie. Tu fais ma transition parfaitement, Romain. Tu parles de curiosité médicale, de physiologie, de recherche. En début de compétition, vous aviez demandé aux apnéistes de réaliser des scanners pour une recherche scientifique. J'avais l'impression que tu étais le docteur Laurence dans le film Le Grand Bleu et que tu faisais des expériences sur une armada de mini Jacques Mayol. D'ailleurs, à l'époque, Jacques Mayol réalisait parfois des plongées avec des cathéters dans les artères pour observer la pression sanguine et réaliser des radios du cœur en profondeur afin de mieux comprendre ce qui se passait dans le corps pour plonger toujours plus loin. Aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'il reste des méconnaissances et est-ce que tu as découvert des choses à travers votre enquête? Ouais, exactement. Et sur les premiers jours, pendant en fait, c'était mon entraînement officiel. Je suis venu avec une équipe de recherche et on a réalisé des échographies cardiaques et pulmonaires pour essayer de comprendre. On s'est vraiment intéressé à une pathologie qu'on est en train de découvrir en apnée. On est en train, en tout cas, de préciser en apnée, qui est l'œdème pulmonaire d'immersion. C'est une pathologie que tout médecin de la plongée connaît parfaitement, parce en plongée bouteille, c'est une pathologie qui est connue, parfaitement connue, qu'on maîtrise totalement, parce qu'elle a été multi-explorée et qu'on a quand même un recrutement important de cette pathologie-là au vu du profil de plongeur bouteille. Et on voit que les apnistes font des tableaux un peu similaires. Et jusque-là, on se disait, bon, bah, du coup, c'est pas compliqué, c'est les mêmes causes qui font les mêmes conséquences. Sauf que finalement, les causes, on ne les retrouve pas. Il n'y a pas la pression négative du détendeur, il n'y a pas une pression qui s'applique sur le corps qui est très prolongée. On n'a pas des gens un peu âgés, un peu gros, un peu diabétiques, un peu artéritiques, avec des cœurs qui sont du coup fatigués pareil, qui ont du mal à tolérer la pression. Du coup, on comprend pas trop comment des jeunes sportifs athlétiques font des pathologies de plongeurs bouteilles bedonnants. Et ben, ce qu'on est en train peut-être de découvrir, c'est que la physiologie n'est pas vraiment la même et que ce lung squeeze, cette dépression pulmonaire qui s'installe au fur et à mesure des grandes profondeurs, est peut-être prédominant sur l'augmentation des pressions cardiaques dues à l'effet de la profondeur, du froid, du diving reflex. Et ça, on est en train de le découvrir. C'est ça qu'on a vu sur nos échographies, c'est que finalement les pressions cardiaques étaient peu augmentées alors qu'il y avait quand même de l'eau dans les poumons, donc de l'œdème pulmonaire. Physiologique, ça c'est encore une grande discussion, c'est est-ce que c'est normal qu'il y ait un peu d'eau qui vienne combler la dépression dans le poumon? Et pourquoi est-ce qu'au-delà d'un certain stade que pour l'instant on méconnaît, l'apnéiste devient dyspnique, donc a du mal à respirer, voire peut se mettre en détresse respiratoire, donc en détresse vitale. Et on est encore dans une zone d'ombre, on commence à découvrir des petites choses. Nous, ce qu'on voit, c'est que, comme je te disais, c'est que le cœur a pas l'air d'être la cause. Ça a plutôt, du coup, a priori, l'air d'être le poumon qui cause cet œdème pulmonaire. Et quand tu parles d'eau, tu veux dire que c'est l'eau du corps
qui vient combler l'espace pour lutter contre la pression, un peu comme l'érection pulmonaire, le blood shift. Ouais, c'est ça. Donc, tu as le blood shift. Donc, le blood shift, c'est l'augmentation due d'abord à la pression qui vient comprimer le réseau veineux, qui est un réseau souple. Puis ensuite, le froid qui vient vasoconstricter les artères. Puis la combinaison néoprène qui assure encore une compression sur tout ça. Donc, on se rend bien compte que toutes les zones périphériques sont totalement collabées, tant au niveau artériel qui est vasoconstricté que les veines qui sont aplaties par la pression et la combi. Tout ce volume sanguin revient en position intrathoracique, en tout cas dans le tronc, avec du coup une augmentation des pressions. Ça, c'est le blue shift. En plongée, on l'objective très bien. En apnée, un petit peu moins parce que c'est tellement rapide la descente et la remontée qu'il a sûrement un peu moins le temps de déplacer tout ce volume sanguin. Et il y a le long squeeze, donc je te le dis, donc on atteint un moment en descente avec la diminution des volumes due à l'augmentation de la pression. Le volume pulmonaire atteint son volume résiduel. Et à ce moment-là, ben, il faut combler du vide dû à cette dépression dans l'arbre respiratoire. Et à ce moment-là, c'est l'eau contenue dans le sang qui passe, qui fait un trajet inverse en fait des flux normaux, qui passe du coup des capillaires vers les alvéoles, avec ces alvéoles qui se remplissent un petit peu de sérum sanguin et qui permettent du coup de diminuer cette dépression pulmonaire qui pourrait abîmer le poumon de façon définitive, ou en tout cas de façon importante si jamais c'était pas le cas. Voilà, c'est intéressant tout ça. D'ailleurs, à l'époque, on pensait que plonger au-delà de 50 mètres, c'était du suicide et que la cage thoracique allait imploser. Et finalement, il y a l'Italien Enzo Maiorca qui a prouvé en 1961 que c'était possible que le corps franchisse la mythique barre des 50 mètres de profondeur et que tout ça, en fait, c'est grâce au réflexe d'immersion, à ces réactions physiologiques. Tu nous as parlé du blood shift, mais il y a aussi, par exemple, l'hypométabolisme, la libération de globules rouges, la bradycardie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, par exemple, de la bradycardie? Oui, alors il y a plein, alors, le corps, une fois immergé, alors il y a plein de choses. Il y a l'action de l'immersion, il y a l'action de l'eau, la température de l'eau, Hmm. il y a l'hypoxie induite, la discrète hypercapnie induite qui induit plein de réactions Hmm. du corps humain. Il y a, comme tu dis, du coup, une libération splénique, donc de la rate de globules rouges qui sont stockés, qui permettent du coup de mieux absorber l'oxygène et donc de mieux le redistribuer. Il y a un effet des pressions de CO2 et d'acidité sanguine qui modifie l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et donc permet une libération de l'oxygène à un moment où le corps n'a plus besoin de le stocker vu que l'hémoglobine est uniquement une molécule de stockage et de transport, mais en aucun cas une molécule qui nourrit. Donc le but, c'est que l'hémoglobine lâche son oxygène pour nourrir les cellules qui, à ce moment-là, ont consommé leur oxygène et sont en hypoxie pour permettre à l'apnéiste de sortir avec un cerveau encore bien oxygéné. Et toutes ces réactions-là, voilà, elles sont maintenant quand même plutôt bien connues. Et il y a, comme tu disais, donc le diving reflex qui ralentit le rythme cardiaque et permet de diminuer du coup la consommation, le débit et la consommation d'oxygène. Euh, voilà, il y a plein de phénomènes métaboliques qui se mettent en jeu pour diminuer cette consommation une fois immergé. D'ailleurs, je disais un article tout à l'heure qui expliquait que le phoque, quand il est posé sur son caillou, son cœur est à 125 BPM et dès qu'il plonge, il passe à 10. Et par exemple, Jacques Mayol, son cœur, quand il était calme, il était à 50 et quand il était vraiment dans les grandes profondeurs, il pouvait passer à 27 BPM. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite au niveau de la bradycardie? Enfin, tu penses que le cœur, par exemple, de Abdelatif Alouache ou de Chantal ou d'Alexei Molchanov, ils sont à combien en profondeur quand ils sont au-delà de 100 mètres? Ah, mais alors, Alexei, je sais pas, Abdel et Chantal, je les suis un peu, donc justement, c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions qui me passionnent en plus, moi, de comprendre ce qui se passe au fond. Donc, maintenant qu'on arrive à les monitorer avec, en profondeur, ouais, on voit des cœurs qui ralentissent à 30 par minute, hein, tu vois. Euh, donc on a des cœurs qui vraiment diminuent franchement euh, le métabolisme cellulaire en diminuant le débit cardiaque, le rythme cardiaque, avec des cœurs qui sont quand même bien costauds, donc qui arrivent quand même à produire un débit suffisant quand derrière il faut réaccélérer le débit pour produire de la puissance quand il faut remonter. Et on voit toutes ces variations du rythme cardiaque au fur et à mesure de la plongée. Pour certaines, on les comprend, les diving réflexes qui permettent de réduire le métabolisme. Et il y a des accélérations en fonction de leur état de santé. On voit que le cœur réagit un peu différemment quand ils sont en surentraînement, fatigués, ou au contraire très en forme. On peut
voire quelques modifications du rythme cardiaque en plongée. Donc ça donne beaucoup d'informations sur l'état de l'apnéiste et sur sa capacité à performer. Donc aujourd'hui, tu collectes des données. C'est quoi? C'est avec les montres connectées que tu observes les cœurs descendre en profondeur? Alors, je les collecte pas vraiment, j'observe, on va dire, pour collecter, il faudrait que je puisse faire de la recherche, donc il faut des autorisations pour ça, donc j'ai pas de projet de recherche sur ce sujet précis. Par contre, c'est vrai que quand j'ai la chance d'avoir des grands apnéistes dans ma salle de consultation, j'en profite un peu pour leur poser des questions hein, sur plein de choses, hein, tu sais, sur leurs techniques de compensation, qui des fois, en tant que médecin, j'ai besoin de comprendre en termes d'anatomie exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, vu que moi, je ne suis pas apnéiste. Hmm. J'ai besoin qu'il m'explique tout ça. Donc, ce qui est génial, c'est que j'ai un panel d'apnéistes avec un ressenti, une vision différente de l'apnée. Donc, j'en ai des très pragmatiques qui m'expliquent dans un langage qui est très proche du mien. Puis, j'en ai d'autres qui me donnent une vision un peu plus, je dirais presque mystique, mais ce qui est vachement intéressant parce que ça me permet d'avoir une retranscription qui est peut-être un peu plus proche de la vision de l'apnéiste et qui me permet ensuite de mieux être compris par les apnéistes quand j'essaye de Hmm. faire de la prévention ou d'expliquer l'accidentologie. Donc, je profite de voir toute cette mise en possession pour en tout cas moi me faire mon expertise et me faire un avis sur des questions qui sont pour l'instant pas tout à fait résolues par le monde médical. Hmm. En parlant de champion, je suppose que tu connais Herbert Nicht. C'est une légende de notre sport. Il a notamment un record du monde en no limit. Donc, no limit, c'est en utilisant une gueuse et en C'est remontant ça. soit avec une poche d'air parce qu'ils ouvrent des bouteilles ou en utilisant un treuil électrique. Il avait fait une plongée à 253 mètres sous la surface de l'eau. Ça me paraît complètement dingue, 253 mètres. Hélas, il a fait un grand accident de décompression. Cet accident est aussi appelé un taravana. Le taravana, c'est du polynésien. Tara qui veut dire tomber et vana, fou. Ce sont des termes qui viennent des pêcheurs, des huîtres perlières dans les Tuamotu, au milieu de l'océan Pacifique. Est-ce que tu as déjà observé des freedivers devenant fous et faisant un ADD? Oui, on en voit. Alors des Taravana, pour le coup, c'est l'accident. Il y a plusieurs d'accidents de type, on va dire neurologiques en apnée, avec du coup des tableaux comme tu viens de le citer, soit de folie, on va dire plutôt de confusion, voire même de tableaux vraiment comme des AVC avec des jambes, des bras qui bougent plus, des difficultés à parler. Ça, on en voit beaucoup. Ah, Et t'en vois beaucoup? oui, oui, c'est pas une pathologie si rare que ça. Alors Ah après, ouais? on a un recrutement un peu particulier sur la Corse, hein. On est un centre, on va dire, un peu expert sur l'apnée. Donc, on a un recrutement qui est très intéressant, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine expertise sur les questions. Mais on le voit, moi je le vois, les Taravana, pour le coup, on en voit de plus en plus sur les chasseurs sous-marins qui utilisent du coup les robots sous-marins pour diminuer la fatigue, qui du coup font des plongées à répétition Hmm. comme ils ne s'épuisent pas, vu que c'est le robot qui fait le boulot, eh ben, en surface, ils sont beaucoup moins fatigués, donc il faut un temps de surface qui est diminué. Donc un temps de plongée long, des temps de surface courts, avec aujourd'hui des profondeurs qui sont assez importantes. Hein. Moi, dans ma consultation, j'en ai régulièrement des qui vont à 30, 40 mètres, donc on est déjà sur de la très très belle apnée, euh, et qui font donc des accidents neurologiques parce qu'ils se saturent en azote durant la plongée. Ils remontent, bien sûr, sans palier, vu qu'on est sur de l'apnée. Et quand on regarde le profil de plongée à la fin, il y a trois quarts du temps sous l'eau, un quart du temps en surface. Eh ben, en fait, c'est l'équivalent d'une plongée carrée en plongée bouteille à 40 mètres, sauf qu'à 40 mètres en bouteille, on fait des paliers. À 6 et 3 mètres. Et là, ils les font pas, donc ils font un dégazage avec, du coup, des accidents neurologiques. Ce qu'on commence à voir également, et pour le coup, on n'explique pas totalement, on est même assez embêté parce qu'on n'explique pas tout ça, c'est des accidents de plongée sur des plongées uniques en apnée très profonde, où du coup le phénomène de Taravana qui rend un phénomène de saturation en azote sur de la plongée répétée, et donc de désaturation sur de la remontée sans palier, rentre pas dans ce cadre-là. On a des gens qui font des plongées à 80, 100, 110, voire au-delà, et qui, sur une plongée unique en remontant, font un accident neurologique. On sait qu'il peut y avoir des phénomènes de surpression pulmonaire avec des aéroembolismes en surface, notamment sur des manœuvres de carpe, avec à la descente une compression de ces bulles qui passent en intravasculaire et donc à la remontée des bulles qui se réexpandent. Et donc là, on a des tableaux neurologiques assez francs. Et il y a encore d'autres tableaux qu'on Donc en n'explique fait, pas. pour vulgariser, pour les gens qui connaissent pas tout ça, il y a des bulles d'azote qui sont vraiment sous forme de bulles, comme dans une bouteille d'eau pétillante, qui se baladent dans le corps, c'est ça? Exactement.
Et quand on lève la pression, c'est comme quand on ouvre la bouteille d'eau pétillante ou de boisson, en tout cas gazéifiée. Si on lève la pression, d'un coup, ce gaz qui est dissous, qu'on voit pas quand la bouteille est fermée, quand on lève cette pression, les bulles apparaissent et il se passe exactement la même chose dans le corps humain. Quand on l'a saturé en azote, en plongée, et qu'on relève la pression trop vite, et ça, c'est des remontées rapides, ce qui est le propre de l'apnée en profondeur. Hmm. Et en plongée bouteille, on évite ça en faisant des paliers. C'est comme quand on ouvre la bouteille, qu'on la referme, qu'on l'ouvre, qu'on la referme pour éviter que la bouteille explose. Hmm. C'est marrant parce que Herbert Nietzsche, lui, on peut voir une vidéo sur Internet où il plonge à 244 mètres, il remonte et il fait un stop de 1 minute à 10 mètres de profondeur. Donc il fait un peu son palier de décompression, mais en apnée. Ça, c'est extrêmement impressionnant. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Non, je l'ai pas vu, mais ouais, ça doit être impressionnant, surtout après de telles profondeurs. Ouais. Et en parlant d'azote, en parlant d'accident de décompression, on parle souvent d'azote parce que c'est le responsable de la narcose. Tu peux nous expliquer un peu le phénomène de narcose? Bah, le phénomène de narcose, c'est qu'à certaines profondeurs, du coup, alors la narcose en plongée bouteille, elle est très claire. À certaines profondeurs, il y a cet azote qui va se dissoudre dans les gaines de myéline, qui va les distendre un petit peu. Les gaines de myéline sont l'accélérateur de la transmission neuronale, et donc quand ça distance ces accélérateurs qui jouent du coup moins leur rôle, on a une conduction nerveuse qui est un peu ralentie, et donc à ce moment-là, bah, il y a un ralentissement de la pensée, de la réaction, de la réflexion, et donc il y a cette narcose. C'est le En chemin des apnée, neurones qui est plus long, c'est ça? Un peu. exactement, c'est exactement ça. Et en, en apnée, c'est un petit peu différent. Je pense il y a des choses un peu mixtes. Dans ce grand mot de narcose, il y a cette narcose à l'azote, qui est donc proportionnelle à la pression, hein. Plus on va profond, plus on est narcosé, vu que c'est là qu'il y a les pressions partielles en azote qui sont plus importantes. Et puis il y a aussi un peu d'hypoxie, hein, qui rentre en jeu, qui probablement ralentit aussi un peu le- la, la capacité aux neurones à fonctionner. Ah, Romain, c'est passionnant. En tout cas, j'apprends beaucoup de choses. Je suis sûr que les auditeurs sont contents aussi. Pendant les mondiaux, on a pu constater pendant la journée du CNF de la Brasse, ça a été un peu une succession de syncopes plus ou moins violentes. D'ailleurs, on rappelle, il y a plusieurs catégories de blackout. Il y a les très profondes, entre 20 et 10 mètres, celles entre 10 et 0. Et puis, il y a les blackouts de surface et les blackouts où les gens mettent plus d'1 minute à revenir. On considère ça comme grave. Quel type de syncope tu as pu constater sur ce mondial? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les différentes typologies de blackout que tu as eu pendant ces mondiaux et quel est le protocole que tu appliques? Bon, on a vu de tout, hein. On a vu de la syncope de surface, ou voire même des samba, donc des pertes de contrôle moteur volontaire qui précèdent la perte de connaissance, la perte de tonus, quand l'apnéiste arrive à récupérer, mais qui marque quand même une hypoxie importante, hein. Euh, et après, on a vu aussi des blackouts majeurs, graves, qui ont nécessité une réanimation par l'équipe, avec mon équipe médicale sur place. On a dû reventiler. L'apnéiste n'arrivait pas à reprendre une ventilation spontanée malgré les manœuvres de réanimation qui avaient C'est été quoi les faites manœuvres par. de réanimation? Bon, Romain, vous avez commencé à faire un massage cardiaque? Non, alors, c'est que des. En gros, si tu veux, quand tu remontes en surface, il y a une hypoxie. Il y a le cœur qui va ralentir énormément. Alors, d'abord accélérer, puis ralentir. À un moment, il y a tellement plus d'oxygène que le contrôle volontaire de la respiration ne reprend pas. À ce moment-là, les safety font des insufflations nasales pour, d'une part, relancer un réflexe respiratoire, rebalancer un peu d'oxygène dans la ventilation, qui, du coup, normalement, doit être absorbé très rapidement par les capillaires pour faire repartir du coup, l'état neurologique et donc une ventilation spontanée. Et à ce moment-là, ça marche pas. Il faut le mettre sous oxygène pur pour refaire partir tout de suite de l'oxygène à haute concentration dans la circulation pour que le cerveau soit de nouveau alimenté et reprenne sa fonction de base qui est juste de maintenir la vie, faire battre un cœur, faire respirer un poumon. Et ça, du coup, on les prend au bavure, donc au masque ventilatoire. Et sous l'oxygène pur, on les ventile. Et à ce moment-là, on se donne une dizaine, une vingtaine de secondes pour que ça repart. Si c'est pas le cas, on considère que c'est dépassé et à ce moment-là, on le monte sur le bateau et on débute un massage cardiaque, qui pour le coup est de très mauvais pronostic parce que ça veut dire qu'on a dépassé quand même les capacités euh, du corps à tolérer une hypoxie très profonde avec des séquelles qui peuvent être importantes, notamment au niveau neurologique. On n'a jamais besoin d'en arriver là. À chaque fois, les safety ont réagi très rapidement. On a eu 2 fois où c'était malheureusement pas suffisant et qu'on a été obligé de reventiler, donc de faire re-respirer le poumon, pas seulement en mettant l'oxygène, mais en le faisant vraiment circuler cet oxygène dans le Hmm. poumon.
Vous faites une PEP, c'est ça, une pression expiratoire positive à 100% d'oxygène. Alors là, c'est même pas ça. Là, c'était vraiment de ventiler. C'était vraiment de faire varier les débits. Donc vraiment, on a ventilé le poumon euh, pour vraiment qu'il y ait de l'oxygène, pour chasser le CO2, remettre de D'accord. l'oxygène. Donc, ça veut Et dire que vraiment, vous avez ventilation. un bavus qui envoie de l'oxygène à 100% et en même temps, avec la main, vous appuyez et ça fait un mouvement de respiration, c'est ça? Exactement. On le met D'accord. sous poumon artificiel pendant quelques secondes, hein, les deux fois. Ça permet au poumon de reprendre une respiration spontanée. Donc le cerveau refait respirer le poumon, réaccélère le cœur. Et sur les deux cas qu'on a eus, ils ont mis 1 minute avant de reprendre un début de conscience et quand même 2 à 3 minutes après de reprendre une conscience normale Hmm. euh, pour ensuite t'amener sur le bateau médical pour être examiné de la tête aux pieds et comprendre un peu ce qui s'est passé et s'assurer que les choses continuent d'aller dans le bon sens. Ok. Donc aujourd'hui, quand tu ramènes un freediver, enfin, en vie, on va dire, quels sont les Mm. critères que tu regardes avant de lui dire c'est bon, tu peux repartir, je te libère? Bah déjà, j'essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est juste de l'hypoxie pure parce qu'il allait trop profond pour lui et qu'il a consommé son oxygène? Finalement, ça, c'est bénin. C'est juste parce qu'il s'est mis. Voilà, c'est juste un problème de performance d'apnée. L'autre question, c'est est-ce que vraiment le poumon a mal joué son rôle d'absorption de l'oxygène, d'élimination du gaz carbonique? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un problème dans le poumon? Est-ce qu'il y a eu un œdème pulmonaire, hein, comme il y a de l'eau qui se met, comme on disait tout à l'heure, dans les alvéoles, eh ben, du coup, ces zones d'échange entre les capillaires et les alvéoles ne se font plus, et donc il n'arrive plus, quand il remonte à la surface, à absorber cet oxygène en surface. C'est Et marrant, donc, Romain, que tu parles d'eau parce que souvent on pense à du sang parce que quand les gens font des œdèmes, ils crachent du sang. Est-ce que toi, tu as vu des crachats de sang ou quand on parle d'eau, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme d'eau. ouais, c'est alors du sérum sanguin. Je dis l'eau, voilà, je vulgarise un petit peu, souvent je parle de sérum sanguin. Sérum Et sanguin, donc, c'est du sang ou c'est... non, c'est de la flotte avec Ok. souvent, s'il y a eu, c'est un peu brutal, il y a une rupture de la barrière alvéolo-capillaire, il peut y avoir quelques globules rouges qui passent dedans. Donc en général, c'est un peu rosé. Le crachat rouge, il n'est pas propre à l'œdème pulmonaire, il est propre au lung squeeze, qui lui est différent. Lui, c'est une dépression dans l'arbre bronchique qui induit du coup un suçon hein, sur la muqueuse bronchique ou trachéale. Et ce suçon qui est donc juste du sang hein, qui sort des vaisseaux parce qu'on l'a aspiré, et à un moment, bah, ça fait du coup une galette de sang qui ressort en surface. Ah, Ça donc peut irriter. tu fais vraiment une différenciation entre l'œdème pulmonaire d'immersion et le squeeze pulmonaire. Bien sûr, on est sur deux. Il y en a. Alors, le squeeze pulmonaire participe à l'œdème pulmonaire, mais le squeeze, c'est pas grave. Il y a pas de séquelles à terme. C'est, je te dis, un suçon. Ça peut irriter un peu la muqueuse bronchique, donc des fois on peut avoir comme une sensation un peu comme quand on a une bronchite, ça sifflote un petit peu le temps qu'il y ait cette inflammation qui se retire, mais elle va se retirer quoi qu'il arrive. Et derrière, on n'est pas gêné pour respirer. Derrière, il y a les alvéoles qui permettent les échanges de gaz ne sont pas lésés. C'est vraiment les gros tuyaux du poumon, les bronches ou la trachée qui est atteinte, mais pas les alvéoles pulmonaires. Donc on est c'est pas grave médicalement parlant. Ça veut dire qu'il s'est passé un souci de technique en plongée, des contractions diaphragmatiques, euh, une Hmm. plongée mal maîtrisée pour d'autres raisons. Alors que l'œdème pulmonaire, il y a une défaillance du corps chez qui on a fait dépasser ses limites. Et donc là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le cœur qui est un peu fragile? En apnée, c'est rarissime, comme je disais tout à l'heure, voire exceptionnel. Ok. Et et du coup, là, pour le coup, il y a de l'eau dans les poumons et ça va mettre du temps à se résorber. Ça peut être très rapide quand c'est l'œdème un peu physiologique. En quelques minutes, on voit que l'apnée s'améliore. Comme des fois, ça peut prendre plusieurs heures. Et le seul patient, le seul apnéiste qu'on a ramené à terre pendant les championnats, c'était un œdème pulmonaire qui était prolongé, qui a mis quand même 3 heures à reprendre une fonction pulmonaire normale, à Hmm. pouvoir absorber de l'oxygène normalement. Ouais, j'oublierai pas, j'étais à côté de lui. Voilà. Donc, Ouais, faut pas le banaliser. Je dis, faut ouais. pas en ait Hmm. peur parce que c'est pas bien. Et est-ce qu'on Faut a pas- un mot français? Parce que œdème pulmonaire d'immersion, ok. Le squeeze, c'est insuffisant des bronches, mais La pas des dépression alvéoles pulmonaire. défectueuses. Dépression bronchique, ouais, le lung squeeze. Ouais. Ok, dépression bronchique et œdème pulmonaire. Parfois, on crache du sang, mais ce n'est pas non plus ce fameux suçon, ce n'est pas non plus un œdème, mais c'est la trachée qui est touchée. Comment est-ce qu'on peut différencier si c'est les poumons ou la trachée? Alors, ça change pas grand-chose. C'est le même phénomène et finalement, il n'y en a pas un qui, dans l'absolu, est plus grave que l'autre.
tant qu'il n'y a pas d'œdème. On a toujours dit, attention, le long squeeze, c'est plus grave que le squeeze trachéal, tout simplement parce que on a toujours l'arrière-pensée de long squeeze peut dire œdème pulmonaire. Finalement, quand il n'y a que du long squeeze sans œdème pulmonaire, c'est un suçon dans l'arbre bronchique, qu'il soit dans l'arbre bronchique ou sur les cordes vocales ou dans la trachée, ça change pas grand-chose. Les apnéistes décrivent des sensations un peu bizarres, vraiment une sensation plus de pharyngite quand c'est dans la trachée, ce qui est logique, et plutôt une sensation de bronchite avec peut-être les poumons qui sifflotent un peu pendant l'heure qui suit le long squeeze. Voilà, c'est plus le ressenti de l'apnéiste qui le dit. Nous, quand on va voir en fibroscopie, on voit vraiment des suçons hein, sur les muqueuses. Et du coup, si on veut vraiment chercher, on peut voir le niveau. Mais La finalement, ça change. fibroscopie, c'est quand on met une caméra dans les poumons, c'est ça? Exactement, qu'on descend une caméra par le nez, qu'on va regarder du coup tout le pharynx, puis on descend sur la trachée. Et à ce moment-là, pour des médecins spécialistes en pneumologie, on peut même descendre dans l'arbre bronchique. Ça ne se Hmm. fait pas en pratique de routine parce que ça n'a aucun intérêt en termes de thérapeutique. Ça ne modifie pas la prise en charge. Donc faire un geste diagnostique qui est quand même invasif, qui modifie pas la prise en charge thérapeutique, bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça ne se fait pas en routine en tout cas. Et face à un apnéiste qui fait non pas un œdème, mais un squeeze pulmonaire, qu'est-ce que tu lui recommandes en tant que médecin? Bah, qu'il soit évalué par un médecin de la plongée pour s'assurer que c'est bien que un long squeeze. Ok. Euh, du repos. On préconise en général 24 à 48 heures de repos absolu et une évaluation derrière par un médecin hyperbare ou un médecin de la plongée qui s'assure qu'il a récupéré sa fonction pulmonaire complète au décours. Et à ce moment-là, a priori, il n'y a pas de contre-indication absolue à plonger derrière. S'il y Ok. a un long squeeze. Donc ça veut dire... et comment il fait pour évaluer le médecin? Il va regarder directement dans les poumons ou il va regarder le Non, souffle? on va l'ausculter. Alors, moi, je parle de ma pratique au centre hyperbare sur Ajaccio. On va le réausculter. On va, s'il faut, lui faire une épreuve d'effort avec une mesure du coup de la saturation d'oxygène pour s'assurer qu'à l'effort, son poumon est de nouveau Hmm. capable d'apporter l'oxygène. Et puis, on pourra aller jusqu'à faire une épreuve fonctionnelle respiratoire. On regarde les volumes et les débits pulmonaires et on voit s'il y a des lésions sur les bronches qui peuvent du coup modifier ces débits-là. Et ça, on fait tout ça en consultation. Ça me permet d'avoir un point de vue très complet sur l'état du poumon et de s'assurer qu'on remet un bonhomme dans l'eau en pleine forme sans mettre en danger. Ok. D'ailleurs, tu parles de saturation en oxygène. Quand on respire normalement, nous, on a appris en tant qu'instructeur qu'on est entre 96 et 99% de saturation en oxygène. Quand les apnéistes s'envoient à plus de 100 mètres, tu supposes que la saturation en oxygène, elle descend jusqu'à combien au maximum? Hum, Là où elle est la plus basse, c'est quand ils reviennent en surface. Et quand moi j'ai affaire à eux en surface, alors en général, ils sont pas, moi ceux que je vois, c'est pas ceux qui sont le plus en forme, mais on a des 65-70% de saturation. Alors, ah, d'une part, il y a une diminution d'oxygène circulant disponible vu qu'il est consommé. Ça, c'est logique. Après, il faut voir aussi que la saturation en oxygène porte très bien son nom. C'est le degré de saturation du sang en oxygène. Avant de se saturer en oxygène, le sang va libérer d'abord tout ce qu'il peut. Et donc se désaturer, c'est normal. C'est ce qui permet de donner l'oxygène du sang aux cellules, ce qui est l'essentiel. Donc finalement, quand on voit qu'on les met sous oxygène, ils mettent du temps à faire monter leur saturation. C'est normal, l'oxygène qu'on va mettre dans les poumons qui va passer dans les vaisseaux, il va tout de suite être recapturé par les cellules qui sont en grand manque d'oxygène. Et une fois que ces cellules seront de nouveau rechargées en Hmm. oxygène, qu'elles pourront fonctionner normalement, là, le sang va restocker de l'oxygène avec la saturation et dans l'hémoglobine. Ok. Ils viennent d'abord sur l'hémoglobine, puis ensuite, du coup, dissous dans le sang. C'est intéressant ça. C'est vraiment, on va nourrir les cellules qui ont vraiment besoin et une fois qu'elles sont renourries, c'est bon, on resature en oxygène et on repart à 96-99%. Et ma question surtout, Romain, c'était par exemple Alexei Molchanov, quand il est à 136 mètres de profondeur, sa saturation en oxygène, tu penses qu'elle descend jusqu'à combien? Parce que quand je m'amuse à faire de l'apnée statique dans mon lit, allongé, des fois je descends à 34-36% de saturation en oxygène et je me demande c'est quoi la limite? Alors, 34%. Après, je pense qu'il y a une part aussi à un moment du coup d'hypoxie, donc tu ralentis ton rythme cardiaque, il y a une vasoconstriction qui se met en place, donc il y a un peu des choses mixtes, je pense, sur la saturation. Savoir à combien il est au fond, j'aimerais bien savoir, mais honnêtement, je ne le sais pas. Sur les études qui ont été faites, ou comme tu disais tout à l'heure, on mettait un cathéter artériel et on faisait des gazométries, donc qui permettent de mesurer la concentration de gaz dans les artères.
on voit qu'on les fait chuter. Ben, elles chutent pas si profond que ça quand on va en profondeur parce que les augmentations de la pression augmentent la Hmm. pression par. Et La donc, il y a fameuse des gaz. pression partielle. Exactement. Donc, ces gaz, ils passent du poumon vers les vaisseaux et sous forte pression absolue et donc sous forte pression partielle. Par contre, à la remontée, où en plus il y a un effort de remontée, plus les pressions absolues qui diminuent, donc les pressions partielles qui diminuent, c'est là que ça s'effondre. C'est vraiment sur les derniers mètres qu'on a des pressions partielles des gaz qui s'effondrent, en tout cas pour l'oxygène. Hmm. Et donc une Et saturation d'oxygène qui est très basse, quoi. Enfin, qui peut c'est être. ça. Et moi, quand je les vois, qu'ils n'ont pas été encore réoxygénés, qui me sont amenés sur le bateau médical avec des gens qui, des fois, sont j'allais dire comme toi et moi maintenant, Ouais. presque, ils ont une lèvre un peu bleue, un peu grise, Hmm. mais finalement ils arrivent à parler, tenir debout. Et ben j'ai je te dis, des 65, 70 de SAT, Hmm. ce qui dans n'importe quel moment de mon métier à l'hôpital relèverait de la détresse vitale absolue et on serait en train de débuter une réanimation complète. Oui, Donc d'accord. c'est assez impressionnant pour les médecins pour les médecins urgentistes, ça, C'est ça vraiment prouve. passionnant, hein, Romain. Merci en tout cas du temps que tu nous accordes pour la Freediving Family. Romain, j'avais une autre question pour toi. J'ai pu consulter des articles qui parlaient de la mort subite du sportif à cause des arrêts cardiaques sur les terrains de foot ou les terrains de rugby, peu importe. Et on estime entre 800 et 1200 morts par an. C'est tout de même 2 à 3 sportifs par jour en France. Et je me posais la question vraiment de la dangerosité de la pratique de l'apnée en profondeur. Est-ce que c'est si dangereux que ça quand on compare à la mort en plongée bouteille ou en alpinisme ou sur un terrain de foot avec des arrêts cardiaques? Moi, j'aime pas trop parler de sport dangereux et en plus, je pense que l'apnée n'est pas un sport dangereux. C'est un sport à risque. C'est un petit peu différent. Il y a un risque qui est connu, qui est pris en charge et qui est mesuré avec tout ce qui est mis en place pour pallier à ce risque-là. Bon, le risque hein, dans l'apnée, on se le cache pas, c'est la syncope hypoxique grave qui entraîne l'arrêt respiratoire, l'arrêt cardiaque. Voilà. Là, on a parlé du pire, du plus grave. Après, il y a tout qui est mis en place aujourd'hui dans les compétitions. On plonge pas seul, on plonge avec une équipe de safety, on plonge avec des protocoles médicaux qui permettent de prendre en charge un accidenté au décours de l'apnée. Les gens sont formés à ça, les gens sont entraînés. Il y a des centres hyperbares partout sur le territoire français qui sont des centres recours pour tout accident en apnée. Donc, je pense pas que ce soit dangereux. Je pense que c'est un sport à risque et aujourd'hui, on arrive à contenir le risque. Et les apnéistes en premier sont vraiment des acteurs de ce risque et de faire en sorte qu'il survienne de façon exceptionnelle. Hmm. Ensuite, après, quand tu parles du coup de mort subite, hein, on sait que sur les terrains de foot en général, quand derrière il y a des recherches qui sont faites au décours du décès pour retrouver les causes de la mort, on retrouve des maladies souvent génétiques, hein, classiquement le syndrome de Brugada, qui est une malformation de la conduction électrique du cœur, qui à l'effort peut conduire à une fibrillation ventriculaire et un arrêt cardiaque. Pour cela, hein, normalement, dans toute pratique sportive, l'apnée compris, il y a un électrocardiogramme qui est réalisé de façon périodique. Moi, je juge que c'est une pratique à risque, donc je le fais à chaque consultation pour délivrer le certificat d'absence de contre-indication à l'apnée, pour m'assurer que je dépiste pas une anomalie électrique qui pourrait, dans le cadre de l'effort, induire un arrêt cardiaque. C'est ce qui est en plus très difficile parce que ce sont des anomalies électriques qui peuvent des fois apparaître, des fois disparaître, des fois apparaître, des fois disparaître. Donc, il faut tomber Hmm. sur le bon coup pour l'avoir. Donc, c'est en répétant ces examens que des fois on tombe dessus et qu'on fait de la prévention et qu'on sauve des vies juste en faisant de la prévention. Ouais, ça, on a 12 lignes électriques qui regardent le cœur dans tous les sens, voire 10, on peut même pousser jusqu'à 18 lignes électriques si on veut regarder le moindre détail. Et on regarde les conductions électriques dans le cœur. Ces conductions électriques nous donnent plein d'informations, nous donnent de l'information sur le rythme cardiaque, s'il a un rythme qui est bien donné par le pacemaker naturel du cœur ou pas, si il y a de la souffrance au niveau du cœur, c'est-à-dire des cellules cardiaques qui sont moins oxygénées comme on l'a dans l'infarctus. Et en l'occurrence, comme on parlait du Brugada, on parle de conduction entre les différents étages du cœur qui fonctionnent moins avec des canaux cardiaques vu qu'il y a des échanges de plein d'ions, du potassium, du calcium, du sodium, du chlore, ces ions ces échants ioniques qui sont modifiés et qui, à l'effort,
peuvent provoquer un arrêt cardiaque. C'est des choses un petit peu complexes Hmm. qui, nous, on les dépiste, on les confie à nos collègues cardiologues spécialisés en rythmologie, qui vraiment, on est sur de la surspécialité, qui prennent en charge ce type de patients et leur proposent des thérapeutiques qui peuvent aller sur ces patients-là en général jusqu'à la pose d'un défibrillateur implantable sous la peau, qui permet au cas où, si jamais il se passe quelque chose, qu'il soit protégé. Ok. D'ailleurs, en parlant de cœur, en plongée bouteille, c'est quelque chose qui est connu. En apnée, beaucoup moins, on n'en parle pas. C'est le FOP. Tu peux nous parler du FOP et nous dire c'est quoi? Oui, le FOPS, c'est le foramen ovale perméable. C'est un orifice entre la partie droite et la partie gauche du cœur. La partie gauche servant à envoyer du sang oxygéné vers les organes. La partie droite à récupérer ce sang-là et l'envoyer vers les poumons pour être oxygéné. Ce sang, donc on est d'accord que s'il passe du droite à gauche sans passer par les poumons, c'est du sang non oxygéné. Donc c'est à la base qui est fait pour le fœtus, dans le corps de la maman, parce que finalement c'est la maman qui oxygène le sang, donc il n'a pas besoin d'oxygéner son sang, puis en plus il est dans du liquide amniotique, donc il pourrait pas l'oxygéner. Et normalement, à la naissance, ce foramen se ferme, le petit respire avec son poumon, et finalement, on n'en parle plus, c'est fini, c'est un reliquat d'une vie embryonnaire. Chez un tiers à un quart des êtres humains, il y a ce foramen qui persiste à minima, qui est pas ouvert tout le temps, qui est ouvert soit un petit peu de temps en temps, soit uniquement quand on augmente les pressions à droite, vu que normalement à droite, il n'y a pas beaucoup de pression, à gauche, il y a beaucoup de pression. Le petit feuillet, il est plaqué par la pression du cœur gauche et du coup, ça empêche le passage du sang du cœur droit vers le cœur gauche. Et chez certains patients, je te dis, il se réouvre à la pression. En plongée bouteille, euh, ce FOP, il peut nous poser des questions parce que finalement, euh, quand on produit tous un peu de bulles en plongée, ces bulles elles, sont récupérées des tissus qui libèrent donc l'azote quand on remonte après en avoir stocké pendant la plongée. Ça passe dans les petites veines, des microbules toutes petites qui posent aucun problème, qui font partie de la physiologie de la plongée qui viennent du coup dans le poumon et le poumon joue un rôle de filtre. Donc il absorbe ces bulles, il les refait passer dans l'air du coup qu'on expire et hop, c'est comme ça qu'on fait sortir les bulles de l'organisme. Quand il y a ce FOP, ces bulles peuvent passer directement, donc je te dis du cœur droit vers le cœur gauche, partir dans la circulation générale qui est censée nourrir les organes. Sauf que cette circulation part de gros tuyaux qui va vers de tout petits tuyaux et ces bulles peuvent finir par boucher les petits tuyaux. Ils peuvent provoquer des tableaux comme des AVC et du coup donner des vertiges, des difficultés à parler, à bouger les quatre membres, euh, des paralysies. Et donc ce foramen, on le recherche dans certains accidents de plongée parce qu'on sait que certains accidents de plongée sont des signes d'un passage de bulles dans les artères et ça, c'est pas normal. Ça n'arrive pas en fonctionnement normal en physiologie de la plongée bouteille. Ok. Et ça touche beaucoup de gens? Un tiers à un quart des gens ont un FOP. Sachant qu'il faut pas se dire du coup qu'il y a un tiers à un quart des gens qui sont contre-indiqués à la plongée. Parce qu'en réalité, un accident, alors là on parle vraiment de plongée bouteille, mais un accident de plongée bouteille, c'est la rencontre de trois choses. C'est la rencontre d'une plongée saturante, donc une plongée où on se sature en azote, donc à un moment il va être libéré. De quelqu'un qui fait un foramen ovale perméable, donc d'un shunt entre la partie droite et la partie Hmm. gauche. Et quelqu'un qui produit des bulles. On sait qu'il y a des gens qui produisent des bulles et des gens qui Hmm. n'en produisent. Alors, il y a des gens qui produisent des bulles dans certains environnements, donc déshydratés, fatigués, euh, la prise de certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires, et d'autres qui produisent jamais. Donc, il faut ces trois choses. Produire des bulles, une plongée saturante et un foramen ovale perméable. Et ces trois choses, quand elles sont réunies, peuvent induire un accident de plongée. Ok. C'est pour ça qu'on dit aux gens de pas plonger quand ils sont fatigués, quand ils se sont Hmm. alcoolisés la veille, quand ils sont malades, quand ils ont une prise de médicaments inhabituels, ou en tout cas en référer à leur médecin de la plongée ou à leur médecin généraliste s'il est compétent pour valider leur capacité à plonger et pas se mettre en danger. Ok. Donc pour vulgariser, un FOP, c'est une petite porte dans le cœur droit et le cœur gauche qui parfois laisse passer des bulles et qui peut aller se balader dans le corps et créer des problèmes. C'est exactement ça. Ok. C'est vraiment passionnant, Romain. Donc tu disais, toi, tu pratiques pas l'apnée de ton côté? Non, 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 alors, moi j'ai un profil, je pense, un peu original pour un médecin de la plongée, c'est que moi je suis, donc moi je suis médecin urgentiste en formation initiale, ma formation de base, c'est celle de médecin d'urgence, en SAMU aux urgences, et j'ai été formé à Brest, dans le Finistère. Ah, la Et Bretagne. bien sûr, la plus belle région du monde. Ben oui.
La Corse, voilà, tente, mais la Bretagne reste quand même le plus bel endroit du monde. Donc j'étais formé à Brest, je voyais pas mal d'accents plongée, parce que pour le coup, on a beaucoup de plongée bouteille en Bretagne, de la plongée technique, donc de la plongée à risque. Et avoir ces accidents de plongée avec un service de médecine hyperbare qui est un vrai service de référence sur le sujet. Je m'y suis intéressé, j'ai pu me former auprès du docteur Anon Kess qui m'a enseigné une partie de ce qu'elle savait. Et donc je me suis formé à la physiologie de la plongée, à l'accidentologie de la plongée. Et puis très récemment, je me suis mis à la plongée bouteille. Et bon, j'ai fait une petite initiation d'apnée avec Chantal et Abdel pour le plaisir de partager ça avec eux. Mais non, je suis pas apnéiste et je suis un petit plongeur bouteille. C'est vraiment la physiologie, l'accidentologie qui m'a passionné en apnée. Et secondairement, je me suis intéressé vraiment à la pratique sportive euh, de ces disciplines. Bon, bah, j'espère que tu vas faire encore plus d'apnée parce que c'est vraiment un sport qui permet de gérer le stress. Et d'ailleurs, en parlant de gestion stress, comment tu fais pour rester aussi calme dans des moments graves quand on voit des gens en arrêt cardiaque? Comment tu gères ton stress? Bah, c'est ce qu'on fait tous les jours, si tu veux. C'est comme tout quand quand t'as un exercice quotidien. Tu, alors, avec des guillemets, banalise, pas au sens qu'on s'en fout, mais au sens que ça devient quelque chose de normal, d'habituel. Donc, on est sur une zone de confort intellectuel finalement, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre métier. Donc, avec mes infirmiers, prendre en charge un arrêt cardiaque, il y a une forme de banalité, Hmm. euh, heureusement. Et donc, voilà. Donc, le stress est dégagé. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de bien travailler, de travailler calmement, sereinement, de maîtriser nos gestes, nos décisions, l'impact émotionnel qu'il y a dessus, même si, voilà, quand les choses évoluent mal ou des situations difficiles, on est impacté émotionnellement, mais après, pendant, on arrive à garder, à être focus sur une Hmm. situation. Et dans ces moments-là, on reste des techniciens de la médecine, on revient des techniciens de la médecine. C'est ça que j'aime bien dans mes deux facettes de mon métier, c'est que j'ai un exercice de médecin humain où je prends en charge des gens en consultation, en faisant de la prévention, du suivi, où il y a une vraie forme d'empathie, d'humanité. Et dans ces moments-là, je redeviens un technicien de la médecine qui est en train de bricoler plusieurs organes pour faire en sorte qu'ils fonctionnent ensemble et d'avoir quelqu'un qui va mieux. Et une fois que le mec est reparti, qui va mieux, là, il y a de nouveau le médecin humain qui revient, qui fait de la réassurance, qui fait de la pédagogie. euh, et voilà, il y a les deux facettes, et je pense que c'est comme ça qu'on exerce bien le métier. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien l'exercer. Et que je prends plaisir à faire. Romain, j'avais envie de revenir sur la dangerosité des sports et surtout j'avais envie de parler des apnéistes qui décèdent et qui sont principalement, enfin, même majoritairement, des chasseurs sous-marins qui sont souvent seuls, surlestés et qui pratiquent l'hyperventilation. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler de l'hyperventilation? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Ben, l'hyperventilation, finalement, c'est pas si compliqué que ça. En gros, quand on va hyperventiler, on va du coup pas forcément absorber beaucoup plus d'oxygène, peut-être un petit peu, mais pas de façon significative. Parce qu'un poumon qui fonctionne bien, il absorbe déjà tout ce qu'il peut. J'avais Par remarqué contre, que quand j'hyperventilais, moi je gagnais juste un seul pourcent. ouais, honnêtement, c'est vraiment minime. Peut-être que ça fait la diff. Ça, c'est vraiment aux athlètes de conclure à ça. Je peine à y croire. Par contre, ce que ça va faire de façon significative et d'évidente, parce qu'on le voit dans d'autres pans de la médecine, et donc ça c'est connu, parfaitement connu, c'est qu'on va baisser le taux de CO2 euh, dans le poumon puis dans le sang. Cette concentration, cette capnie, hein, ce qu'on appelle la capnie, donc le taux de CO2 circulant dans le sang. Sauf que cette capnie, c'est le, le signal d'alerte pour le corps humain, pour l'envie de respirer, si tu veux. Et donc, le corps ressent d'abord l'augmentation de la concentration en CO2 avant de ressentir la baisse d'oxygène. La baisse d'oxygène, c'est une sensation qui est douce, qui n'est pas violente pour l'organisme. L'augmentation du CO2 est quelque chose de désagréable. Et donc, va induire ce réflexe ventilateur. Il va dire au corps, vas-y, lâche ton CO2, reventile. Il faut que tu le fasses sortir. C'est du déchet pour moi. Il me faut de l'air frais et il faut faire baisser ce taux de CO2. Et donc, quand on le fait baisser avant, on décale cette courbe de l'augmentation de la capnie. Et donc, la courbe d'hypoxie peut apparaître avant, sauf qu'on l'aperçoit moins. Et donc, il y a un risque majoré de syncope parce que on ressent moins les signaux d'alerte. Super. Donc, hyperventilation égale hypocapnie égale on ne sent pas l'envie de respirer, donc ça favorise le blackout. Exactement. Et Exactement. Parce
pour les auditeurs qui découvrent l'apnée, une hyperventilation, ça va ressembler à ça. Voilà, c'est respirer assez fort, plus que ce que l'on a besoin. Exactement. Euh, donc, ne le faites pas, surtout en profondeur. Et si vous le faites, c'est majoritairement des fois en apnée statique, mais faites-le toujours accompagné et ne plongez jamais seul. Ça, c'est vraiment la base. Je tiens à le rappeler sur ce podcast. Tout à fait. Ça, c'est une règle élémentaire, de base, euh, pour diminuer le risque, c'est pas de plonger seul. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien. Et Romain, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Ah non, moi je suis super contente. Attends, on a balayé quand même une grande partie de ma vision de l'apnée, qui est une vision très médicale, hein, mais je crois qu'on a été assez complet. Hmm. Je te remercie J'avais peut-être d'ailleurs. envie de parler de la rate, parce que cette fameuse Là, rate-là, le ouais. CO2 augmente dans le corps, l'oxygène diminue, la pression augmente, et là, il y a la rate qui se réveille et qui réveille toutes les vieilles globules rouges pour aider l'oxygène à être transporté par l'hémoglobine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la rate? Ah ben, t'as quasiment tout dit, hein. Vraiment, c'est ça, c'est une contraction splénique. Donc cette rate Clinique, qui c'est est quoi? pardon, contraction de la rate. Ouais. Et ouais, splénique, c'est la rate. Et D'accord. cette contraction de la rate, si tu veux, donc cette rate qui est à la base un organe qui sert du coup à filtrer les globules rouges qui commencent à devenir un peu vieillottes, qui font moins bien leur taf, et qui est un peu, voilà, qui fait le rôle voilà, de tri et de poubelle et qui a aussi une zone de stock aussi des globules rouges pour avant de les mettre avant de les mettre en marche, qui a une espèce d'éponge un peu globules rouges, et qui du coup en apnée on a démontré ouais, qu'il y avait lors de l'hypoxie profonde une contraction pour remettre en circulation ces globules rouges, certes un peu vieilles, mais peuvent encore transporter un peu d'oxygène, qui ont de l'oxygène qui est stocké, qui peuvent encore en libérer un peu. Donc on- c'est juste ça, tu avais déjà été très Non, complet. non, mais le corps est vraiment magique. Et, et souvent, je dis à mes élèves, oui, mais le corps, il évalue l'acidité du sang à travers les chémorécepteurs. C'est comme ça qu'il sait s'il y a beaucoup de CO2 ou pas beaucoup. Les chémorécepteurs, d'après mes lectures, j'ai compris qu'il y en avait au niveau du cerveau et au niveau du cœur. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et en gros, donc ça mesure, comme je disais, le taux de CO2. Il y a aussi le rôle de l'acidité sanguine qui fait varier la courbe de dissociation entre l'hémoglobine et l'oxygène. C'est l'effet Boréal-Dan qui, du coup, libère plus ou moins l'oxygène accroché à l'hémoglobine. L'hémoglobine a plusieurs conformations, une où elle a vraiment un rôle de transport et de stockage, une où elle a un rôle de libération pour mettre à disposition cet oxygène qu'elle transporte, et le taux de CO2 et l'acidité sanguine fait varier tout ça dans des phénomènes assez complexes qui sont bien objectivés sur du patient en salle d'urgence ou de réanimation, Hmm. un peu moins en apnée, mais qu'on commence un peu tranquillement à élucider. Et une acidité normale, c'est 4,7 dans le corps, c'est ça? Non, c'est 7,4, ouais. 7,45. Ouais, 7,4. Ouais, c'est le Et, pH sanguin. euh, et quand on fait de l'apnée, le CO2 augmente, l'acidité augmente ou diminue? Avec l'augmentation du coup du CO2, il y a une diminution de l'acidité sanguine. Donc ça devient un peu plus acide. C'est ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Ok, super. Donc le sang est moins acide à cause du Et, CO2. et plus acide. Et plus acide. Il y a une diminution du pH et donc une augmentation de l'acidité sanguine. Ah ok, donc c'est le pH faible qui fait une forte acidité. Exactement ça. D'accord. Tu vois, j'ai loupé des cours de physique, hein. Je suis là pour ça. Souvent, quand on écoute les profs de yoga, les profs d'apnée, l'Ayurveda, le yoga, tout ça, les gens nous parlent du nerf vague. Le nerf vague, c'est un des nerfs faciaux et qui gère aussi le rythme cardiaque. Comment est-ce qu'on peut travailler avec ce nerf vague pour plonger plus facilement et plus profondément? Alors ouais, c'est ça, c'est des paires crâniennes, le nerf vague, qui a un rôle dans la commande du rythme cardiaque, hein, qui a un rôle du coup lui, de diminution du rythme cardiaque. Alors après, pour le travailler, là, ça dépasse mes compétences de médecin. C'est Hmm. vraiment, je pense, c'est plus les entraîneurs en apnée, les coachs qui sont vraiment capables de te dire comment travailler. Moi, euh, de mes connaissances médicales, j'ai pas Hmm. de tips à te donner. Pour moi, ça fait partie des commandes.
naturelles du corps qui sont là pour maintenir un équilibre dans ces rythmes cardiaques. Là, ça dépasse mes compétences. Ça, là, Ok. Mais en tant au bout de- qu'instructeur et coach, j'aurais envie de dire, ben, travaillons le système parasympathique. Ce que j'ai compris Tout du à fait. système parasympathique, c'est le système qui calme le corps, à l'inverse du sympathique qui est là pour réveiller. Euh, j'ai compris et j'ai surtout observé pendant mes ateliers de relaxation qu'en travaillant sur l'expiration, on activait le parasympathique. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes termes qu'est-ce que c'est que ce système parasympathique et sympathique? Ouais, on reste des animaux, si tu veux, à la base. Donc, on a deux systèmes. On a un système de défense qui est le système sympathique, qui est là pour accélérer le rythme cardiaque, faire en sorte de mobiliser, du coup, toutes nos fonctions euh, de façon très vive. Donc, c'est un système sympathique qui est médié par certaines catécholamines, comme l'adrénaline, les choses comme ça. Et le système parasympathique, dont un des médiateurs est le nerf vague, hein, comme tu l'as très bien dit, qui, lui, est un système de repos. Donc, il est là pour faire en sorte de diminuer le rythme cardiaque, de faire fonctionner le tube digestif, parce qu'on a besoin, du coup, de s'alimenter, d'absorber quand tout va bien. Et en fait, c'est l'équilibre entre ces deux systèmes qui, dans notre activité quotidienne, font qu'on est capable de produire une activité normale sans battre à 120 battements par minute, être en sueur profuse, les pupilles franches dilatées pour tout voir partout, un peu énervé, tout tremblotant, et pas non plus des loques juste bonnes à faire la sieste et à bouffer. Et- C'est le yin et le yang du corps. exactement, c'est l'équilibre des deux qui permet au quotidien, au corps, d'être dans un état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Euh, et L'homéostasie. l'homéostasie, ça veut juste dire équilibre du corps en termes Ok. en médecine. Donc, c'est ça que ces deux systèmes permettent, c'est l'homéostasie. Et ils agissent sur plein de fonctions, des fonctions cardiaques, respiratoires, rénales, neurologiques. Ben, c'est vraiment deux grands systèmes qui sont imbriqués dans tous les sous-systèmes des organes du corps. Ok. Donc le parasympathique, c'est vraiment l'endormissement et le sympathique, le réveil, quoi. C'est un peu ça, c'est le repos. Et il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi quand on travaille l'expiration, ça vient activer le parasympathique. Et à l'inverse, là, le fait de beaucoup, enfin, une expiration longue vient activer ce système parasympathique. Est-ce qu'on a une raison scientifique? Mais je sais pas, Julien, c'est une très bonne question. Je pense qu'on doit l'avoir. Moi, je ne la connais pas, mais à mon avis, ça doit être déjà expliqué, Hmm. mais je ne sais pas. Faudrait qu'on Bah, on l'observe fera un scientifiquement. deuxième épisode ensemble alors, pour répondre à Ouais, toutes ces questions. honnêtement, je ne sais pas. Je te dirai des bêtises, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on observe lors des expirations prolongées une diminution du rythme cardiaque. Mais je te dirai des bêtises, je ne sais pas. Hmm. J'ai lu un article récemment qui disait, lorsque l'on fait une syncope, le cerveau libère de la protéine de l'adénosine et qu'on garde cette adénosine pendant presque 6 mois dans le cerveau et que du coup on est plus sensible à faire des syncopes. Est-ce que tu vois de quoi je parle ou est-ce que je me suis planté dans ma lecture, cette fameuse Oui, adénosine? il y a quelques études après. Bon, c'est marrant. C'est pas si simple que ça. En gros, l'adénosine, c'est un des médiateurs qui permet du coup de... On l'utilise notamment encore dans l'adénosine triphosphate et diphosphate, l'ATP, l'ADP, qui est la molécule qui, en fait, c'est notre essence, c'est l'essence du corps, c'est ce qui permet Hmm. aux cellules de fonctionner. C'est l'énergie, Euh, l'ATP, ça. exactement, c'est exactement ça. C'est la molécule énergétique du corps. Euh, Après, est-ce que ça augmente le risque de syncope? Euh, je, je pense que c'est compliqué de faire la part des choses parce que si tu es quelqu'un qui a syncopé, euh, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que c'est un problème de technique? Est-ce que c'est un problème d'un corps qui est épuisé, qui est fatigué, qui est en fin de saison, qui a été trop éprouvé, surentraîné ou sous-entraîné? Pour l'instant, à ma connaissance, on a quand même beaucoup de mal à savoir quels sont les marqueurs qui permettent de définir qu'on va majorer son risque de syncope, à part le fait d'en avoir déjà fait une. Et il y a plein de choses qui ont été retrouvées. Il y a des modifications du rythme cardiaque, des modifications de la variation du rythme cardiaque. L'adénosine, j'ai vu passer, mais je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, un seul article qui en parle. Bah oui, j'ai cherché et j'ai trouvé pas grand-chose, hein. Et on est sur des choses pour l'instant pas très solides, hein, comme on le disait tout à l'heure, Hmm. hein, la recherche en médecine de l'apnée, on est sur quelque chose de balbutiant, de très précoce. On a des éléments de réponse, on a des articles qui se contredisent parce que ben, c'est la réalité scientifique, hein, on a des niveaux de preuve très bas. Donc, pour l'instant, moi, en tout cas, je me base pas là-dessus, l'adénosine, dans l'usage quotidien qu'on en fait, je pense
suis pas sûr que ce soit utilisable et que ça a un vrai apport pour le moment, en tout cas au vu de la littérature scientifique. Ok. Donc en fait, ça nous amène au fait que on a encore plein de choses à découvrir et étudier, mais pour ça, bah, il faut que des organismes publics financent des recherches. Mais bon, l'apnée, ça reste une niche, c'est pas un sport majeur. Ouais, alors il faut plein de choses. Il faut un peu de subvention, mais finalement, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Il faut des gens qui ont envie d'en faire, et ça, il y en a quelques-uns. Il faut des athlètes qui se mettent à disposition des médecins, et ça, on en a eu quand même pas mal. Ce serait bien qu'on en ait encore plus, mais en tout cas, pour ma petite expérience sur le championnat du monde, j'en ai eu vraiment des gens de toutes les nationalités qui se sont mis à notre disposition pour nous prêter leur corps d'athlète pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et il n'y a que comme ça qu'on comprendra ce qui se passe, qu'on comprendra aussi pourquoi ça se passe mal et qu'on les prendra bien en charge. Donc, c'est les athlètes qui ont tout intérêt à, à nous aider à comprendre comment ils fonctionnent. Puis en plus, nous, ça nous passionne. Donc c'est génial. Hmm. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Romain. On a parlé des œdèmes, des squeezes pulmonaires. En français, comment tu dis squeeze pulmonaire? C'est suçon, c'est C'est une dépression bronchique, on peut dire, si tu veux. dépression bronchique. Ok. Je vais essayer de démocratiser cette expression de dépression bronchique. On a parlé du Taravana, des ADD, on a parlé de l'acidité du sang, du système sympathique, parasympathique, du nerf vague, mais on n'a pas parlé des oreilles et des barotraumatismes. Sachant que Donc, c'est 90% de la pathologie en apnée, hein. Qu'on se le et dise, on voilà. en voit beaucoup plus que d'œdème pulmonaire. C'est bénin souvent, mais c'est 90%, on va dire, de mon fonds de commerce de médecins de l'apnée. Ouais, donc ça va être, c'est quoi? C'est souvent des petites perforations, ce sont carrément des déchirures ou ce sont des barotraumatismes de l'oreille moyenne? Bon, on voit, alors, les barreaux, donc c'est ça, ce que je disais, les barreaux traumatisés de l'oreille moyenne dû à une dépression, une surpression, du coup, de la caisse tympanique, qui, du coup, en général, vient agir soit sur le tympan, soit sur la cochlée ou le vestibule, qui sont les organes de l'oreille interne, qui eux sont responsables de l'équilibre et de l'audition en tant que tel, ces organes neurologiques de l'audition et de l'équilibre. Là, tu parles Et, pas du tambour, du marteau, de l'enclume, c'est ça? pardon. En gros, si tu veux, dans l'oreille, tu as trois composantes. Tu as l'oreille externe, qui est juste un grand tunnel, c'est le conduit auditif Hmm. externe, qui commence du coup au pavillon de l'oreille, donc la partie externe de l'oreille, qui s'arrête au tympan, qui est juste une membrane, une peau de tambour sur lequel les ondes sonores vont venir résonner. Ensuite, il y a une chaîne d'osselets avec l'étrier, du coup le marteau et l'enclume, qui vont, eux, L'étrier, le marteau et l'enclume. C'est ça. exactement, qui vont, avec des petits muscles qui sont dessus, ajuster le son pour pas qu'un son trop fort arrive sur l'organe noble qui est celui de l'oreille interne, et en même temps amplifier un peu les sons quand ils sont à ce point important. Ça va vraiment être un adaptateur du son. Et eux, ils sont contenus dans la caisse tympanique, une caisse vide d'air qui communique via la trompe d'Eustache vers les fosses nasales. Et ensuite, il y a l'oreille interne qui est quasiment un morceau de cerveau, si tu veux, dédié à l'audition et à l'équilibre, qui sont tous les deux collés et qui sont collés à cette oreille moyenne, à cette caisse tympanique. Et c'est ce son qui vient se résonner sur le tympan, qui est modifié par la chaîne des osselets pour l'adapter, pour le rendre, on va dire, interprétable par l'organe qui ensuite va le transférer jusqu'au cerveau pour que le cerveau intègre ce son ou ou cette notion d'équilibre. Lors des barotraumatismes, qui sont souvent dus à une absence d'équilibre entre cette caisse tympanique et l'extérieur, dû à une trompe d'Eustache qui n'est plus perméable et qui ne permet plus du coup l'équilibre des pressions entre l'intérieur de l'oreille et l'environnement extérieur, on va avoir du coup ce tympan qui va se déformer en dépression, en surpression. Donc, est sucé vers l'intérieur parce qu'on a loupé une compense. Exactement, c'est exactement ça. Et donc à ce moment-là, il peut se déchirer si on atteint sa limite d'élasticité. Et donc on peut avoir une toute petite perforation, comme une tête d'épingle, jusqu'à une déchirure de haut en bas, voire ce qu'on appelle un blast complet du tympan, avec un tympan qui est explosé. Moi j'avais un patient là que je suivais pendant quelques semaines là qui s'est explosé le tympan en apnée, qui avait plus que 10% de sa surface tympanique qui était Mais non. préservée. Et Waouh. même mon chirurgien ORL en disant est-ce que ce monsieur-là, à un moment, on va pas devoir lui proposer une greffe de tympan, et qui finalement, après un bon suivi, une prise en charge médicale adaptée, et puis un apnéiste qui a été ultra sérieux, parce que pendant 2 mois, il n'a pas mis la tête sous l'eau du tout, pour permettre au tympan de cicatriser, de pas se Hmm. surinfecter, et un tympan qui aujourd'hui est nickel,
Et cet apnéiste, il replonge parfaitement avec des bonnes sensations. Donc ça, c'est des vraies petites réussites Ça de donne reprise en beaucoup charge. d'espoir pour les apnéistes blessés. Ça me fait penser à l'histoire de Vera Giampietro, qui est une Suisse qui s'est fait arracher par une erreur médicale son tympan à 75%. C'est dans l'épisode 4 de Freedom Family. Et elle a mis des années et 5 opérations pour réparer son tympan. Donc, c'est vrai que Bah, c'est l'histoire que tu racontes avec ce 10% et ce blast et qu'il a réussi à se remettre en 2 mois, c'est vraiment super. ouais. Honnêtement, c'était ben là, c'était vraiment il y a quelques semaines, tu vois, c'était vraiment une belle surprise. Donc non, on y arrive. Bon, après, c'est vrai que dès qu'on va sur de la chirurgie avec de la greffe tympanique, on repart sur un processus beaucoup plus long avec une reprise de l'apnée derrière qui doit être discutée, qui malheureusement n'est pas systématique parce que voilà, on peut pas se permettre d'abîmer des oreilles non plus. Mm. Faut quand même prendre soin des corps, donc c'est des choses un peu plus discutables, mais quand on arrive à échapper à cette greffe tympanique, c'est génial. Et en l'occurrence, c'était le cas et on y croyait peu, on va dire. Et après, il y a la surpression dans l'oreille, hein, on descend, ça coince, mais ça passe. Souvent, c'est ça. J'ai dû pousser sur mes compenses, mais c'est passé. Et à la remontée, on a tellement irrité les trompes de Stache à souffler comme un fou, à compenser comme un fou pour essayer du coup de passer Mm. ces compenses. Et à la remontée, cette trompe de Stache qui a été irritée, qui est inflammée, est totalement collabée due à l'inflammation de cette muqueuse. Et donc, il y a ces gaz qui se dilatent dans cette oreille moyenne, et qui à un moment viennent comprimer l'organe de l'équilibre qui est collé à cette oreille moyenne, donc le vestibule. Et à ce moment-là, il y a des grands vertiges de la remontée, des vertiges alternobariques qui peuvent apparaître. On les retrouve aussi quand, à la descente, hop, on perfore son tympan, qu'il y a de l'eau froide qui rentre dans l'oreille. Et à ce moment-là, cette action de l'eau froide sur le vestibule Alors, le provoque vestibule, c'est dans l'oreille moyenne, c'est ça? l'oreille moyenne. Il est collé, en fait, il est accolé à la caisse tympanique. Et quand il y a de l'eau froide qui rentre dans cette caisse tympanique, qui normalement est à peu près maintenue à la température du corps, ça induit un grand vertige, ce qu'on appelle un vertige calorique. Et, euh, et ça, j'ai une des athlètes, pareil, sur Ajaccio, qui a eu ça et qui m'a raconté avec elle nous raconte cette histoire. Elle dit, je descendais en immersion libre sur le câble. Elle a senti cette compense qui lâche. Elle pense que ça va passer et continue. Elle sent le clac dans l'oreille. Mm. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, elle me dit, j'ai l'impression que quelqu'un a pris la corde de l'autre côté et s'est mise à la faire tourner autour de nous. Et elle me dit, là, je me suis dit, il faut que je vois la lumière et que je remonte bien dans le bon sens parce que le haut, le bas n'existe plus. Ouais. Elle devient des animaux qui luttent pour la survie. Elle est remontée, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, elle a un tympan qui va très bien et elle continue de performer en apnée. Donc, avec des belles histoires, mais avec des expériences, des ressentis qui sont passionnants. C'est clair que c'est très perturbant. Une fois, j'étais à Bora Bora, là, et j'étais avec un copain, je lui faisais sa safety, tu vois, il remontait d'assez profond. Et là, oh, je comprends pas ce qui se passe, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai chopé la main de mon copain, quoi. Et il a pas compris, mais en fait, si je lui tenais pas la main, je savais pas par où fallait aller pour sortir de l'eau, quoi. Bah ouais, tu Ouais, m'étonnes. c'est drôle. Bon, en tout cas, c'est vraiment passionnant. On a parlé des oreilles, on a parlé vraiment de tout, là. Et j'ai appris un mot, le blast. Je savais pas. Ça vient de l'anglais? Ouais, c'est un timbre scénique, ouais. C'est se faire blaster, c'est exploser le tympan, quoi. Bah, c'est vraiment cet effet-là qu'il faut se dire, c'est vraiment cet effet Hmm. de surréaction qui vient défoncer le tympan, quoi. Et il nous reste un dernier sujet, c'est les sinus, Ouais, ces fameux sinus qui nous gênent tant parfois. Tu peux nous dire quel rôle ils ont dans le corps et quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec nos sinus en apnée profondeur. bah, les sinus, donc c'est les cavités aériques du massif facial, hein. On en a ceux qui intéressent aux apnées, c'est les frontaux qui sont au niveau des sourcils et les maxillaires qui sont sous les yeux. Et puis il y en Mhm. a des plus profonds, les pneumonies des sphénoïdes qui sont eux à l'intérieur du crâne. Ils ont un rôle tout simple, c'est que la tête soit plus légère. C'est juste que sinon, si tout était plein d'os, on aurait eu des têtes ultra lourdes, plus dures à porter. Donc voilà, à la base, c'est pour ça qu'ils existent. Ces sinus, ils sont remplis d'air. Normalement, ils sont reliés à la fosse nasale et au pharynx plus globalement par des petits conduits qu'on appelle les méas, qui abouchent sur les méas, qui sont les petits trous qui permettent du coup de faire l'équilibre entre ces sinus et l'environnement extérieur. Quand ils se surinfectent, ça donne des sinusites, ça fait mal, ça donne de la fièvre. Et quand les petits conduits se bouchent, eh ben, ça donne exactement la même chose que ce qu'on vient de dire
pour l'oreille moyenne, eh ben, ça donne du coup des hyperdépressions, des dépressions dans le sinus, et à ce moment-là, ça fait mal. Ça peut saigner parce que c'est de la muqueuse qui est aspirée, qui du coup, ça fait un suçon dans la muqueuse, et à ce moment-là, du coup, ben, ils peuvent saigner, ça peut faire mal, on peut aller jusqu'à même la fracture, hein, on a vu des sinus fracturés Mm. sur des, Il y a un sur mec des gros. en Égypte, au Blue Hole, là, il avait forcé sur 0,30 mètres et elle a remonté, ça passait pas et ça lui a explosé le sinus frontal et ça lui faisait une bosse, quoi. Ouais, ça fait une bosse, puis comme c'est de l'air, l'air passe sous la peau, donc il y a de l'air quand on touche la peau, ça fait comme quand on marche dans la neige, qu'on appelle des crépitants, on entend tac. En fait, c'est plein de petites bulles d'air qui sont sous la peau, donc bon, voilà, ça part tout seul, faut mettre des antibiotiques quand c'est pas très important, il y a que ça à faire, puis dans des cas exceptionnels qui sont vraiment rares, ça peut aller jusqu'à une chirurgie pour faire le sinus, mais en général, ça cicatrise tout seul, et puis ouais, ça arrive, on peut voir ça de temps en temps. Ne pas se moucher, voir un médecin de la plongée pour être mis sous antibiotiques. Et puis, s'il faut, des fois, on va jusqu'au scanner quand même pour s'assurer que les dommages ne sont pas très importants. Bon, après, l'astuce, c'est surtout quand ça passe pas, on force pas. C'est un peu Merci, la base. parfait. Après, voilà. Après, je me doute bien qu'en compétition, là, il y a une ampleur et une performance qui est encore plus demandée. Mais bon, voilà, le médecin de la plongée peut dire que quand ça passe pas, on force pas, on se repose un peu, et puis quelques jours plus tard, en général, tout va bien, tout va mieux, et puis comme ça, on se fait Mm. pas mal. Exactement. Bon, Romain, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une citation préférée? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'aimes? Oh, alors, tu m'en demandes beaucoup, là. Alors, la citation, moi, je suis pas un grand littéraire, moi, je suis un scientifique pur et dur, j'ai pas de grandes citations. Non, là, comme ça, Julien, je suis pas très inspiré. Mais et toi, c'est quoi la tienne, la préférée, qu'on fasse un peu de partage dans l'autre sens? Ah, bah moi, c'est celle de Gandhi. Je suis le changement que je souhaite voir dans le monde. Donc, j'incarne le Génial. changement. Si tu veux que les choses changent, tu changes. Par exemple, je trouve qu'il n'y a pas assez de médias dans le milieu de l'apnée, et ben je le crée. Voilà, c'est tout. Il faut faire les choses. Il faut arrêter de se plaindre et juste faire. Mais merci, Julien, merci de me faire une jolie image à ce sport qui mérite d'être connu. Merci aussi de donner des points de vue un peu différents. J'ai vu les photographes, le médecin aussi, c'est sympa, ça permet aussi de voir aussi, hein, de défaire un peu cette notion de sport dangereux qui n'en est pas un, tout en rappelant des règles de base. Et c'est sympa de mettre une petite fenêtre pour que les sportifs aussi voient de façon simple, vulgarisée, mais j'espère claire, euh, toute cette composante de médecine de l'apnée. Et puis comme ça, ils savent qu'on est à leur disposition, nous les médecins aussi, pour les aider, les accompagner, et puis prendre soin d'eux. Romain, si les gens veulent te contacter en tant que médecin hyperbar, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Moi, je travaille au centre hyperbar d'Ajaccio. On a un standard qui répond, qui prend les consultations. On est plusieurs collègues à travailler dans le service. Et après, bah, il y a mon mail, hein, qu'on peut leur donner où je réponds normalement sous la semaine. Et après, il y a surtout dans chaque région de France un centre hyperbar avec des médecins relativement compétents en apnée pour répondre à ces questions-là. Et puis surtout, entre médecins hyperbaristes, on n'est pas très Hmm. nombreux, on est une trentaine, pas plus. Quand on sait qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un qui a une expertise un peu plus fine sur un sujet, on se contacte les uns les autres, donc on arrive toujours à se contacter. Mais voilà, il y a le standard du question hyperbar d'Ajaccio et mon mail, auquel je réponds normalement assez souvent. Voilà. Romain, un énorme merci pour tout le savoir que tu nous as partagé sur la Freediving Family. Et voilà, tout simplement merci. Super, merci Julien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la Freediving Family. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, c'est vraiment incroyable. Sachez que vous avez le pouvoir de rendre cette émission sonore pérenne en m'aidant à financer les frais d'hébergement sur Ocha et le temps que je consacre à la création des épisodes. Vous pouvez sur Tipeee participer à partir de 1 euro par mois. Le lien est sur le texte de présentation de l'épisode. Je tiens à remercier encore une fois Romain Guéléguès pour son temps et toutes les informations passionnantes qu'il nous a partagées. Je voulais vous remercier vous aussi, parce que vous êtes incroyables. Donc merci à vous pour tous vos messages, vos likes et nos conversations sur les réseaux sociaux. Bref, vive le sport, vive la vie, vive l'apnée, et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes que de passage sur cette petite planète. Alors si vous avez des rêves, allez-y, foncez, car la vie est courte. Bisous, force et bienveillance, c'était Juju pour la Freediving Family. Ciao.